écoutez, tout d'abord, voilà, je vous remercie d'être présent à ce webinaire qui a pour sujet l'IA et ChatGPT. Du coup, je vais me présenter, je suis Gwendoline et je suis éditrice chez Edilivre. Et du coup, avant de céder la parole à Alexandre Geffen, je vais en fait vous faire une petite intro sur la maison d'édition et explorer en quelques lignes la relation qu'il y a en ce moment entre les éditeurs et du coup l'intelligence artificielle. Donc pour commencer, Edilivre, avec Edilivre, on a toujours cherché à découvrir de nouveaux talents. Et depuis plus de 12 ans, on a publié environ 44 000 titres. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement à offrir aux auteurs une variété d'options d'édition, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter à tous les besoins. Et chaque manuscrit est soumis à un comité de lecture. C'est important pour nous parce que du coup, on va tenter de donner une chance à tous les auteurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Et ces offres vont permettre vraiment de s'adapter à chaque profil. En plus de notre engagement donc envers les auteurs, on va être également très actif sur les réseaux et on va tenter de proposer toujours plus d'événements littéraires qui sont toujours plus innovants. C'est-à-dire qu'on va chercher à créer des événements qui n'ont jamais été faits encore dans l'industrie de l'édition. Et on va vouloir créer une communauté pour les auteurs où ils pourront effectivement apprendre, partager leur passion pour l'écriture et toujours chercher voilà, une innovation dans ce qu'on va proposer. Chez Edilivre, on a un catalogue qui est quand même assez varié et on a une grande expérience qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même un acteur clé dans l'industrie du livre et on va être toujours enthousiaste à l'idée de continuer à progresser dans ce sens et du coup à découvrir de nouvelles façons de créer et d'apporter en fait notre touche dans ce milieu littéraire. Donc, pour reprendre un peu le débat sur l'IA, effectivement, c'est un débat qui aujourd'hui est toujours très mouvementé parce que les éditeurs se trouvent toujours confrontés à cette question qui est quand même cruciale. C'est est-ce que l'IA va être une amie ou plus l'ennemi de notre créativité littéraire? Et la question, elle fait vraiment débat et on peut le voir notamment avec le lancement de ce concours parce que récemment, du coup, sur nos posts, effectivement, les commentaires étaient plutôt négatifs. C'est-à-dire que les auteurs n'étaient pas très portés à l'IA parce que effectivement, il y a une peur qui s'installe sur non seulement la standardisation en fait de la production littéraire, que tous les textes deviennent ou vont devenir les mêmes, qu'il n'y ait plus du coup de diversité dans les livres et aussi qu'on n'ait plus rien d'original. Ils ont vraiment peur qu'il y ait un copier-coller et qu'il n'y ait plus d'âme dans les nouvelles créations. Et effectivement, du coup, cette préoccupation, elle est légitime parce que l'IA aujourd'hui peut générer du contenu de manière en fait très rapide et très efficace si effectivement on arrive à bien la manier. Mais par contre, il faut quand même ajouter une petite nuance, c'est que aujourd'hui, l'IA certes va créer des textes très rapidement, mais lorsqu'il s'agit de vraies créations, elle va manquer de raffinement et de profondeur qui aujourd'hui nous est propre. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, nous, on va peut-être plus être porté Edilivre, on va s'élever plus en faveur de l'IA parce qu'on va voir on va voir en elle plus un outil qui va justement stimuler la créativité des auteurs. Plutôt que de remplacer effectivement l'auteur au sens propre, nous, on la voit plutôt comme un partenaire du coup collaboratif. C'est-à-dire qu'elle va vous aider vraiment à générer vos idées, à construire votre parole, qui n'a jamais effectivement eu un peu de mal des fois à mettre ses idées en ordre. Pour nous, l'IA, elle va vraiment servir à ça, à vous aider à structurer votre texte. Et effectivement, ce qu'il faut absolument faire lorsque vous utilisez l'IA pour écrire peut-être vos histoires, c'est vraiment d'y ajouter votre touche personnelle, votre style et votre interprétation. Pour nous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et cette approche, elle va vraiment permettre aux auteurs d'explorer en fait de nouvelles voies créatives, d'élargir effectivement leur champ d'expression et donc d'explorer en fait des nouveaux styles qu'ils n'auront jamais peut-être pensé vouloir explorer.
Et du coup, avec ce concours, effectivement, nous, on va vraiment rejoindre ce deuxième point, c'est que l'IA, c'est vraiment un outil de progression. C'est-à-dire qu'elle va être vraiment, il faut la voir comme une aide et il faut la voir vraiment comme un outil qui va vous aider à repousser vos limites créatives. Et vraiment, avec ce concours, c'est ce qu'on veut exprimer. On veut que l'auteur aujourd'hui, dans sa manière d'écrire, il s'éclate en écrivant, qu'il aille chercher en fait nouveaux styles, peut-être qui n'a jamais été créé, qui effectivement explore de nouveaux champs lexicaux, de nouveaux horizons littéraires qui effectivement il n'aurait jamais vraiment pensé vouloir explorer. Imaginons que vous écrivez que du polar, et ben avec l'IA, peut-être que vous pourrez vous mettre à la science-fiction. Et pour nous, effectivement, il est crucial de souligner que cet outil, nous, on le voit vraiment comme un complément. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplacer l'auteur. Il faut vraiment prendre cet outil comme une aide qui va vous aider certes à produire vos textes, vous donner une base à vos histoires, mais il faut absolument votre intervention, que vous y ajoutez votre touche personnelle, parce qu'effectivement, je pense que pour la plupart des auteurs, ce qui les rend fiers, c'est d'avoir écrit l'histoire. Donc vraiment d'avoir construit pendant 1 ou 2 ans tout un scénario, des personnages. Et si effectivement vous faites juste un copier-coller de ce que vous a proposé l'outil, effectivement, peut-être que la fierté aujourd'hui de publier le livre exclusivement rédigé par ChatGPT ne sera peut-être plus là. Et du coup, c'est pour ça que nous, on tient vraiment à ce que l'auteur en fait, s'aide de l'outil pour pouvoir progresser. Et du coup, effectivement, nous, on a choisi d'accueillir l'IA parce qu'il ouvre de nouvelles possibilités pour les auteurs. Et on espère vraiment qu'avec ce concours, ça vous inspirera à explorer toutes les frontières de création littéraire qu'il existe, que vous allez effectivement nous proposer des textes toujours plus innovants et que en fait vous allez effectivement explorer des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. On tient vraiment en tout cas à cela avec ce concours. Voilà, donc c'était voilà, ma petite intro et en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais laisser maintenant la parole à Alexandre Keffen, qui lui va vraiment vous aider et vous guidera dans la compréhension de cet outil. Elle vous aidera effectivement pour nous, du coup, à vous en faire un allié, et tout en discernant effectivement ses petites faiblesses, évidemment ses atouts, parce que l'outil aujourd'hui a des atouts incroyables, mais aussi ses petites limites, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'IA ne peut pas encore tout faire. En tout cas, voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Alexandre Geffen. Alors moi, je suis pas du tout lié à Edilivre, hein. Je suis chercheur, je suis directeur de recherche au CNRS. Le champ dont je viens, c'est la littérature et les humanités numériques. Donc je baigne, si vous voulez, dans le paysage des outils pour analyser la langue et produire des textes depuis des années et des années. Et je mène plusieurs projets de recherche sur l'IA et la littérature, l'IA et la culture. Et j'ai notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Vivre avec ChatGPT. J'allais dire écrire avec ChatGPT, c'est un bon lapsus, parce que je parle beaucoup d'écriture avec ChatGPT aux éditions de l'Observatoire, qui est paru l'année dernière. Et donc, mon objectif ici n'est pas de vous présenter une position pour ou contre l'IA en général, ou d'avoir des discours fatalistes sur la fin de l'écrivain, ou au contraire optimistes, techno-solutionnistes, comme on dit sur le remplacement de l'écrivain, mais de vous expliquer en fait comment marche ChatGPT, à quoi il peut servir, à quoi il ne peut pas servir. Et ça, je vais le faire avec une analyse qui est vraiment nourrie en fait de la connaissance en fait du fonctionnement de l'outil, hein. J'en connais depuis des années les différents développements techniques, j'en ai lu le code antérieur, j'en ai pratiqué avec des informaticiens qui sont mes collègues avec lesquels je travaille, les moindres recoins depuis longtemps. Bien sûr, il y a des choses
je ne pourrais pas exactement vous dire parce que il y a des secrets industriels derrière ChatGPT qui appartient à une société qui s'appelle OpenAI, mais je vais quand même vous expliquer l'essentiel en fait de ChatGPT. Mon objectif, c'est au fond de vous permettre de comprendre qui est-ce qui parle avec vous lorsque vous discutez avec ChatGPT. La personne qui parle avec vous, c'est pas un être humain, c'est pas une intelligence, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. Et ce que je voudrais vous démystifier finalement ChatGPT pour vous conduire à peut-être l'utiliser intelligemment plutôt qu'en avoir peur ou attendre qu'il fasse pour vous un roman qui ne fera pas à votre place pour le moment. Alors je crois que la meilleure manière d'expliquer ce que c'est que ChatGPT, c'est tout simplement de revenir sur ce terme hein, pour commencer, ChatGPT. Chat, ça veut dire en anglais bavarder. Pourquoi? Parce que ça veut dire que des intelligences artificielles, on en a depuis très longtemps, hein. Il y en a dans les avions, il y en a dans les systèmes experts, il y en a qui font de la reconnaissance faciale dans les téléphones, vous en avez qui analysent les données dans les bourses. Mais pour la première fois, c'est une IA qui parle avec vous, qui vous donne l'impression d'être quelqu'un, de converser avec vous. Et c'est une IA qui avait été d'abord pensée pour faire ce qu'on appelle des agents conversationnels, comme vous avez dans tous les services clients maintenant. Et on s'est aperçu en fait que ces agents conversationnels, vous savez, ces trucs un petit peu anciens qui répondaient un petit peu à côté de vos questions, pouvaient avec de nouveaux outils, devenir de véritables partenaires de discussion. Et ça, c'est absolument fondamental parce que, au fond, dans l'histoire de l'humanité, l'humain n'a jamais parlé qu'avec l'humain. On ne peut pas vraiment parler avec les animaux, on ne maîtrise pas leur langage, et on a depuis très longtemps rêvé d'avoir des machines avec lesquelles on pourrait discuter. Hein. Vous vous souvenez du mythe de Pygmalion et de Galatée, l'idée que des créatures inanimées pourraient se mettre à parler, c'est un vieux mythe de l'humanité. Des robots, vous en avez dans toute l'histoire culturelle, les premiers viennent de l'Iliade, et l'idée que l'inanimé va se mettre à converser avec le monde humain, eh bien, tout d'un coup, brusquement, l'année dernière, ça a été réalisé puisque pour la première fois, vous avez un agent conversationnel qui parle. Et il parle bien. Il parle bien, il vous donne l'illusion d'avoir quelqu'un à votre côté. On considère en informatique qu'il passe ce qu'on appelle le test de Turing. Turing, c'est l'inventeur de la cybernétique, qui est la science qui a précédé l'intelligence artificielle dans les années 50. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, mythique, qui s'est suicidé en mangeant une pomme après avoir révolutionné l'histoire des sciences. Et Turing avait imaginé un test dans lequel, au fond, vous allez essayer de deviner si la personne qui discute avec vous est un être humain ou une machine. Et ça s'appelait le test de Turing. Et il considérait qu'une machine serait intelligente à partir du moment où il vous donnerait l'illusion qu'il n'est pas une machine, et à partir du moment où vous pourriez confondre cette personne avec un être humain. Eh bien voilà, c'est franchi. Pour la première fois, nous avons un agent qui peut nous tromper, qui peut nous donner l'impression que c'est un être humain, et qui a trompé d'ailleurs dans la création littéraire, puisque certains textes générés ou co-générés avec des intelligences artificielles ont été confondus avec des textes écrits par des humains. On fait souvent des expériences comme ça. On fait écouter à des gens de la musique créée par des IA et de la musique humaine. On leur montre des images créées par Midjourney et Dali et des images humaines, et des photographies, et on leur montre des textes écrits par des IA et des textes humains. Et bien maintenant, on se trompe. On se trompe. L'intelligence artificielle, depuis quelques années, a passé un cap fondamental. Elle est capable de se faire passer pour un être humain. Elle mène une conversation avec nous et c'est une rupture vraiment dans l'histoire culturelle. On pourrait même dire que c'est une rupture anthropologique, c'est une rupture dans le rapport que l'homme a avec le monde, que d'avoir un agent qui discute avec lui. D'où le fait qu'on a le sentiment qu'on a des individus, on s'adresse, on parle à ChatGPT, hein, on lui parle de manière très très familière, on lui attribue une personnalité, on l'imagine, hein, on l'incarne. Et d'où le fait que vous ayez à côté d'agents qui peuvent nous aider à écrire, des agents qui vont nous aider à vivre. Vous savez, par exemple, Replica, hein, cette IA conversationnelle de compagnie, hein, qui vous donne l'impression de vous marier ou de vivre avec quelqu'un
et qui fait illusion, puisque vous savez qu'il y a des Japonais qui ont déjà demandé à se marier avec des agents conversationnels. Alors, le deuxième terme qu'on aborde lorsqu'on parle de ChatGPT, c'est le G. Le G, ça veut dire génératif. Ça veut dire que, contrairement à toutes ces intelligences artificielles qui fonctionnaient par des règles, des jeux de règles, et qui vous créent des textes en assemblant des morceaux de texte, contrairement aux systèmes, ce qu'on appelle les systèmes experts, qui prennent des décisions à partir d'un nombre de possibles limité, eh bien, ChatGPT, lui, génère complètement de nouveaux textes à chaque fois. Ce qui fait que les textes ne sont pas reproductibles, vous ne pouvez pas être assuré que vous allez retomber sur le même texte alors que vous mettez le même prompt, et ce qui fait que les textes ne sont pas vraiment citables, hein. Au fond, vous ne pouvez pas prouver que ça a été généré ou pas par ChatGPT. Les détecteurs de ChatGPT marchent très très mal. ChatGPT, c'est très troublant parce que quand vous lisez un texte, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, paradoxalement, c'est que le texte est trop normal. Il est trop normal parce que la génération de texte, elle se fait selon toutes les normes des pratiques linguistiques, des règles de la grammaire. D'où ce sentiment très étrange, hein, de textes qui sont presque trop parfaits, presque trop parfaits. Alors, génératif, ça veut donc dire ça, hein, et de ce point de vue-là, ChatGPT est à mettre en parallèle avec ces outils de génération d'images, et parfois certains créateurs les combinent, hein. Ils font par exemple des bandes dessinées dans lesquelles certains textes sont écrits avec ChatGPT et les images sont écrites avec Midjourney, puisque maintenant, avec la version 4 de ChatGPT, la toute dernière version, hein, on entre dans des IA qui sont capables de faire des transferts entre des systèmes de signes, de vous fabriquer des vidéos à partir du texte, de vous fabriquer des images à partir du texte, mais aussi de fabriquer des sons à partir du texte, ou inversement, de vous fabriquer des textes à partir d'images. C'est vraiment la nouvelle génération, hein, à partir de la version 4 de ChatGPT. Donc, vous voyez ce qui se passe. On n'est plus dans des petites règles, hein, qui donneraient des textes qui se reproduisent, mais vraiment dans l'invention de quelque chose qui est totalement nouveau et qui est neuf à chaque fois. Et si vous utilisez non pas ChatGPT directement, mais ce à quoi vous pouvez accéder, c'est-à-dire GPT, et vous pouvez y arriver en cherchant GPT au lieu de ChatGPT, hein, c'est fabriqué aussi par OpenAI, c'est ce qui est à la base de ChatGPT. Vous pourrez même régler des paramètres dans la manière dont votre texte sera généré, et vous pourrez régler notamment sa température, c'est-à-dire son degré de variation et d'inventivité, ce qui vous permettra de donner des textes plus ou moins fantaisistes, alors que ChatGPT ne vous permet pas vraiment, hein, de régler le degré de fantaisie, même si vous pouvez lui dire plus d'invention, produit une variation, des choses de cet ordre-là, hein. C'est une intelligence générative avec ses avantages, hein, des textes toujours nouveaux, et ses inconvénients, le fait de ne pas pouvoir les reproduire, de ne pas pouvoir les identifier. Alors, après le G de génératif, le G de génération de texte, il y a le P. Le P, ça veut dire pre-train, pré-entraîné. Ça veut dire que ChatGPT est ce qu'on appelle un modèle de langage. En fait, on a demandé à des ordinateurs d'analyser des milliards et des milliards de mots pour comprendre comment les mots s'enchaînaient les uns après les autres. Et ça veut dire que ChatGPT a été entraîné à un moment sur des très grandes quantités de textes, des livres, le web, et c'est pour ça que ChatGPT s'arrête en 2021. Hein, qu'il n'est pas entraîné sur l'actualité immédiate. Eh bien, il est pré-entraîné, il a avalé finalement des quantités extraordinaires de savoir. Il a avalé tout Wikipédia, il a avalé tous les forums, il a avalé énormément de livres fournis par Google Books. Ça, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que ça veut dire que ChatGPT a énormément de savoir dans des domaines extrêmement diversifiés. Si vous voulez demander à ChatGPT quelque chose, je ne sais pas, sur une discipline scientifique, la thermodynamique, il en saura toujours beaucoup plus que vous.
Si vous voulez demander à ChatGPT de traduire dans une autre langue, eh bien, ChatGPT a appris beaucoup, beaucoup de langues et il sera souvent capable de traduire ou de vous donner des expressions. Donc, si vous voulez avoir un personnage maori qui se met à parler, ChatGPT pourra vous donner quelque chose qui sera plausible. L'inconvénient, c'est que vous ne savez pas exactement sur quoi ChatGPT a été pré-entraîné, hein, pré-entraîné comme P. Hein. Ça veut dire que ChatGPT a des biais. ChatGPT emporte en fait tout ce qui a déjà été dit et parfois ce qui a été dit par les êtres humains, eh bien parfois bah, y a des discriminations, il y a des poncifs, il y a des banalités, et il fait une moyenne de tout ce qui a été dit. Donc ça veut dire par exemple, vous pouvez faire l'expérience, c'est très simple, hein, vous demandez à ChatGPT de vous mettre en scène un médecin, eh bien ChatGPT il va vous mettre en scène un médecin homme parce que dans son corpus de pré-entraînement, il y a essentiellement des hommes médecins. D'où le fait que une intelligence artificielle, ça peut emporter en elle-même des biais, des poncifs, des banalités, des choses déjà écrites, tout simplement parce que ça a appris, ça fait ce qu'on appelle de l'apprentissage profond à partir de cet ensemble de textes. Maintenant, passons au T. Le T, ça veut dire Transformers. Transformers, ça veut dire qu'on utilise une méthode pour comprendre le sens que les mots ont les uns avec les autres. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un transformer? Eh bien, ça sert à vous permettre de comprendre que pour fabriquer ChatGPT, il faut une énorme machine industrielle parce qu'il faut une puissance de calcul gigantesque pour être capable, en fait, de comprendre le sens qu'un mot a par rapport à d'autres, comprendre comment, quand on a un début de phrase, on peut avoir telle ou telle suite de phrases parce que ChatGPT calcule mot après mot. Tout ça, ça demande des calculs colossales avec cette méthode qui permet de comprendre le poids d'un mot par rapport à un autre mot. Autrement dit, il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas de magie, il y a des calculs. Si ChatGPT se met à écrire, c'est simplement parce qu'il calcule les probabilités par cette méthode des transformers que le mot glace a des bonnes chances de se trouver quand on commence à écrire j'aime là. Et que quand un enfant demande, si vous avez demandé à ChatGPT, imagine le dialogue d'un enfant qui demande quelque chose à manger, il y a de fortes chances pour que cet enfant demande de la glace parce qu'il a appris mathématiquement que l'une des réponses la plus probable à un début de phrase qui commençait par un enfant veut de la glace ou toutes les variations possibles, veut manger, veut un goûter, etc. C'était glace. C'est simplement un calcul de probabilité. C'est pour ça qu'il y a une expression très méchante qui a beaucoup fait parler d'elle à propos de ChatGPT. On a dit dans un article très célèbre dans le domaine de l'informatique que ChatGPT était un perroquet stochastique. Ça veut dire un perroquet statistique. Ça veut dire juste un perroquet qui répétait statistiquement ce qu'on lui disait. Alors c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai parce que ChatGPT, par la puissance extraordinaire des calculs qui ont été faits, il est capable non seulement de comprendre des relations basiques entre les mots, mais il est capable, à travers la puissance de ces calculs, de comprendre des comportements humains, de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Alors, pas de manière très élaborée, hein, mais on considère, il y a des tests de psychologues qui ont été faits, que ChatGPT est capable de comprendre l'esprit humain à peu près comme un enfant de 13 ou 14 ans. Hein. Il n'est pas capable de comprendre la complexité ou de générer des sentiments extrêmement complexes parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle une théorie de l'esprit, il n'a pas une représentation du monde. Il se contente de faire des calculs statistiques, mais il fait tellement bien ces calculs statistiques que si on lui demande comment s'enchaîne la phrase je te quitte, il va vous imaginer une scène qui va être une scène de détresse psychologique. Il n'y a pas besoin d'une énorme psychologie très complexe pour générer ça. Il suffit de faire des statistiques sur l'ensemble des fois où le mot je te quitte et les mots suivants qui ont été combinés pour savoir quel texte pourrait être produit. C'est comme ça que marche un GPT. C'est pas une personne qui vous répond, c'est un ordinateur qui fait un calcul statistique sur les mots qui sont les plus fréquents en correspondance avec les mots que vous lui disiez. Et lorsque vous lui demandez invente-moi un texte, ça veut dire simplement que ChatGPT
va faire des calculs par rapport à toutes les fois où dans son immense bibliothèque, il a vu dans un roman quelqu'un qui dit écris-moi un texte, où il a vu un dialogue où on demande à un écrivain produis-moi un texte, où il a vu un article de journalisme où on disait à un écrivain l'écrivain a écrit le texte suivant à la demande quand on lui a demandé de faire ceci, et il a fait une sorte de calcul gigantesque qui fait qu'il va imiter les enchaînements de mots qu'il va trouver statistiquement les plus probables dans toute la mémoire des textes. Il connaît 100 000 milliards de mots. Il connaît les combinaisons de 100 000 milliards de mots entre eux. Il est à la fois extrêmement bête parce qu'il n'a pas de conscience du monde, il n'est pas connecté, si vous voulez, au monde. Il ne sait que ce que les mots disent, mais il sait beaucoup, beaucoup de choses à travers les mots. Parce que dans la vie, en fait, notre rapport fondamental avec le monde, c'est les mots. Et je vous disais qu'il est capable de donner l'illusion de sentiment, tout simplement parce que nous, nos sentiments, on les exprime par des mots. Les choses les plus physiques, hein, les sensations les plus fondamentales, le froid, le chaud, etc., ça passe toujours par les mots. Et en faisant des statistiques, ChatGPT, qui est un réseau de neurones artificiels, donc du silicone, hein, eh bien, il sera capable de reproduire, d'imiter ce que les gens, en général, disent lorsqu'ils ont froid ou lorsqu'ils ont chaud. Voilà comment ça fonctionne. Alors ça a un impact écologique pas nul, hein, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup de carbone, hein, d'entraîner un modèle de langage. Ça coûte très très cher, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de concurrents, mais ça marche très bien, et ça marche si bien que il a tellement bien été entraîné sur ces statistiques, il est tellement capable de combiner des informations différentes qu'il trouve dans le langage, qu'il est capable de répondre en général très bien à plein d'exercices. Mais attention, attention, ChatGPT et les modèles de langage ne connaissent pas le monde. Ils ont une représentation du langage. Ça veut dire qu'ils ne savent pas faire la différence entre le vrai et le faux. Il y a des choses qui, statistiquement, sont plus vraies que d'autres, sur lesquelles ils ont plus d'informations, sur lesquelles ils ont plus de certitude. Si vous leur demandez la date de naissance de Hugo, ChatGPT, il aura vu qu'il y aura des milliards de correspondances entre Victor Hugo et 1802, beaucoup plus qu'il y a entre Victor Hugo et 1804, donc il ne se trompera pas sur la date de naissance d'Hugo. En revanche, sur des choses sur lesquelles il y aura moins d'informations, ChatGPT va se tromper. En termes techniques, on dit qu'il va avoir des hallucinations. Une hallucination de ChatGPT, ça veut dire qu'il n'est pas capable de savoir qu'il ne sait pas. Il pourra juste vous inventer une réponse qui est probable. Parfois, les créateurs de ChatGPT ont réussi à mettre en place un système qui contrôle un peu pour voir que quand il y a vraiment très peu d'informations, il vaut mieux ne pas donner une réponse et ChatGPT vous dira je ne suis pas sûr de savoir ou je ne sais pas, etc. Mais très très souvent, ChatGPT va halluciner. Si vous lui demandez par exemple des choses sur votre propre vie, sur lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur le web, voire aucune, ou sur un écrivain qui est pas très connu, par exemple, ou sur une ville qui est pas très connue. Si vous lui demandez, par exemple, je sais pas moi, de faire de décrire le musée de la ville de Vichy. Je suis pas sûr que ChatGPT ait beaucoup d'informations sur l'architecture du musée de la ville de Vichy. Eh bien, ChatGPT va avoir tendance à halluciner, il va inventer des choses, il va inventer ce que le musée de la ville de Vichy va être probablement en fonction des fiches Wikipédia de Vichy, la manière dont la plupart des villes de Vichy sont construites. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave pour un écrivain. Hein, je vous rappelle que dans ce texte fondateur de la critique et de la théorie littéraire, la poétique d'Aristote, Aristote disait, les écrivains ne parle pas de ce qui est vraiment, mais de ce qui devrait être, hein, de ce qui est nécessaire. Ceux qui parlent de ce qui est vraiment sont les historiens. Les écrivains, eux, ils parlent des vraies règles, des règles profondes. Ils n'ont pas forcément à être exactement réalistes. Eh bien, ChatGPT, c'est un petit peu comme ça. Il ne parle pas de règles morales, de ce qui doit être, etc. Mais lui, il fonctionne sur des règles statistiques. Hein, ce qui fait qu'il faut toujours avoir une certaine méfiance. Si vous voulez avoir
l'illusion de quelque chose de réaliste, ChatGPT marche très bien parce qu'il va vous produire quelque chose qui est très vraisemblable. Mais attention, le vraisemblable de ChatGPT, c'est pas forcément exactement le vrai et vous pourriez avoir un certain nombre de surprises. Donc voilà, au fond, c'est ces trois lettres, hein, GPT, l'explication de ChatGPT. Et je vais vous donner un autre mot qui en fait devrait apparaître, mais que les créateurs de ChatGPT n'ont pas introduit, c'est le mot aligné. ChatGPT, par différence avec les autres modèles de langage, avec les autres calculs statistiques sur le langage, il a été contrôlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous le disais tout à l'heure, qu'un modèle de langage, il a appris sur des savoirs qu'il n'est pas capable de trier. Donc, ça veut dire qu'il a traîné sur tous les forums du web qu'on lui a donné à apprendre. Donc, ça veut dire qu'il est potentiellement raciste, conspirationniste, qu'il peut être misogyne, etc. Ça, c'est vrai dans beaucoup d'autres modèles de langage concurrents. Et il y a eu de grosses gaffes, hein. Il y a eu un cas où Google a montré en grande pompe un modèle de langage révolutionnaire et au bout de quelques heures, les gens sont aperçus que parfois il était antisémite sur quelques questions. Eh bien, la grande nouveauté de ChatGPT, c'est pas tellement d'être une intelligence générative, on en avait avant, c'est pas tellement d'avoir ce modèle de langage préentraîné par la méthode des Transformers, ça il y en a d'autres, c'est d'avoir été mis sous un très fort contrôle par ce qu'on appelle un alignement. Un alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé des êtres humains pour contrôler des centaines de milliers d'exemples de réponses de ChatGPT et qu'on s'est arrangé pour que ChatGPT soit le moins raciste, le moins misogyne, le moins mensonger possible, qu'il soit le moins complotiste possible. On s'est arrangé pour qu'il ne vous parle pas de violence, qu'il ne vous invite pas à la violence, qu'il n'ait pas de pornographie. Au fond, on a aligné ChatGPT sur un certain nombre de normes morales, qui sont des normes morales qui ont été décidées par OpenAI, le créateur, et Sam Altman, qui a des opinions politiques, il est démocrate, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine conformité morale de ChatGPT, et ça c'est très important quand vous allez l'utiliser, parce qu'on va le voir tout à l'heure avec des exemples. ChatGPT a sa propre morale, et c'est souvent une morale assez conformiste. Et en tout cas, il ne va pas basculer dans un imaginaire violent, effrayant, etc. On l'a entraîné, on l'a aligné pour être utilisable pour tous sans danger. Ce qui est à la fois un avantage, ça veut dire que ChatGPT peut être utilisé dans des écoles par des enfants qui voudraient rédiger des textes, etc. Mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est une forme de censure. Hein, c'est une forme de censure et on verra que quand on sert, ça a des inconvénients par rapport à ce que c'est qu'un roman. Donc voilà, au fond, ces mots chat, GPT et ce mot secret, l'alignement. Hein. L'autre élément d'information qui est intéressant à connaître, c'est cette question des versions de ChatGPT 3, 5, 4, ChatGPT+. Pour le dire en gros, payer 20 $ par mois vous donne accès à une version qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus efficace, qu'on appelle GPT-4, vous donne accès à ce qu'on appelle des plugins. Des plugins, c'est des outils qui vous permettent de connecter ChatGPT sur le monde. Ça peut être intéressant quand vous voulez entraîner ChatGPT sur des données textuelles, des données financières, des données que vous voudrez lui faire régurgiter dans un texte. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour aller chercher des données sur le web. Ça, les plugins, c'est dans la version payante. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'énormes différences entre les différentes versions. Et vous avez d'autres IA qui sont en train d'émerger. Vous avez une IA qui est en cours de lancement en Europe, qui s'appelle Claude. Vous avez l'IA
Google, qui est aussi en cours de lancement. Donc, vous allez avoir un moment où vous aurez d'autres IA concurrentes et vous commencez à avoir des IA vendues sous forme d'applications, sous forme de plugins dans vos navigateurs, etc. Il faut souvent s'en méfier. Souvent, ce sont des simples dérivés de ChatGPT que vous allez payer plus cher que l'accès vraiment à GPT. Souvent, c'est pas aussi performant. Et vous allez avoir aussi de plus en plus souvent, hein, ça va commencer à circuler, des IA non contrôlées, non alignées, qui elles seront capables de vous donner des contenus pas très consensuels. Elles commencent à circuler sur le dark web et probablement elles vont être utilisées dans les années à venir. Donc, on risque d'être dans une situation de concurrence, hein, de différents modèles d'IA, des IA de hackers, des IA de pirates, des IA peut-être potentiellement subversibles, et puis des grands outils qui sont pour le moment portés par la Silicon Valley, avec les biais qui sont le fait que elles sont conformes aux textes essentiellement anglais qui leur ont servi d'entraînement, qu'elles sont conformes aux idées, à la manière de penser anglo-saxonne, mais l'avantage c'est qu'elles existent déjà, elles sont accessibles. Les alternatives françaises et européennes, elles sont en cours de constitution. Moi, je suis au CNRS, on a un modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Bloom, qui a comme particularité d'avoir été entraîné sur une plus grande variété de langues, sur des textes scientifiques, il n'y a pas de forum complotiste dedans. Simplement, elle n'est pas encore aussi fluide et efficace que ChatGPT et on ne l'a pas encore ouvert au grand public. Mais voilà, pour l'heure, vous n'avez pas vraiment de vraies alternatives à ChatGPT. Vous avez des outils qui vont commencer à être développés, spécialisés pour la littérature et l'écriture. Moi, j'ai commencé à voir circuler des modèles de langage qui sont un petit peu plus capables de ChatGPT de vous donner des textes longs, parce que ça, c'est un grand inconvénient de ChatGPT, c'est qu'en fait, il a une fenêtre assez courte, il oublie au bout de quelques pages, il n'est pas capable de créer des textes longs. Vous allez avoir des outils de coécriture, hein. Là, il y a un outil là, qui commence à circuler pour les écrivains qui s'appelle Genario, qui est dérivé d'une version un peu plus ancienne de GPT, ce qui n'est pas inintéressant, hein. Mais moi, je crois que pour le moment, pour une sorte d'aide à l'écriture, c'est plutôt ChatGPT la bonne solution pour l'heure. Ensuite, c'est des choses qui peuvent évoluer assez vite, hein, vous savez. Donc, peut-être que des IA spécialisées vont émerger. Alors, maintenant, parlons un petit peu concrètement de ce qu'on peut en faire, de ce que c'est faire et de ce que ne sait pas faire ce modèle de langage, hein. Je rappelle, le modèle de langage, c'est un calcul des probabilités sur la manière dont les mots s'enchaînent dans les phrases. Donc, ce modèle de langage qui s'appelle ChatGPT peut vous aider. Alors, commençons par les choses que ChatGPT sait bien faire. Première chose que ChatGPT sait bien faire, c'est peut-être vaincre la hantise de la page blanche, hein, ce que les Anglais appellent aussi the writer block, hein, le blocage, c'est-à-dire le fait que parfois on ne sait pas du tout avec quoi commencer. Et c'est très dur, hein, c'est tout à fait bloquant. Et ChatGPT, comme je vous le disais, c'est une intelligence générative qui fonctionne par des combinaisons statistiques, des hasards possibles de combinaisons de mots. Il peut vous donner des points de départ extrêmement variés. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est pour les écrivains qui n'ont pas d'inspiration, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est même pour des très grands écrivains, ça peut être parfois difficile de démarrer. Et vous avez un exemple qui est connu il n'y a pas très longtemps, du prix Nobel de littérature, Mo Yan. Vous savez, ce prix Nobel d'origine chinoise qui vit en France, hein, qui devait faire un texte sur un autre écrivain et qui a utilisé ChatGPT. Et voilà ce qu'il a dit. J'ai lutté pendant plusieurs jours et je n'ai rien trouvé. J'ai donc demandé à un élève en doctorat de m'aider en utilisant ChatGPT. Et il a produit un texte qui m'a aidé. Donc, vous voyez, un prix Nobel de littérature a pu faire appel à ChatGPT. J'étais dimanche après-midi à une table ronde
à Georges Pompidou, il y avait un écrivain américain, James Frey, qui lui disait que de ce point de vue-là, pour démarrer quelque chose, ChatGPT lui faisait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant dans le démarrage, c'est que rien ne vous interdit de vous positionner complètement à l'envers de l'idée que fait ChatGPT. Je vous disais, le danger, on va le voir, c'est que ChatGPT met des choses qui sont parfois un petit peu conventionnelles. Eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT pour vous produire un démarrage pas du tout inventif et vous faire construire votre propre différence et votre propre originalité dans une stratégie qui consiste non pas à copier-coller ChatGPT, à l'imiter, mais au contraire à vous différencier, à voir toutes les banalités qui traînent et à inventer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, ça va dans les deux sens. Alors, on va commencer à donner quelques exemples, hein, parce que ChatGPT a une capacité vraiment à inventer sur à peu près tous les sujets les plus fantaisistes. Tout simplement, vous lui parlez, hein, vous lui parlez. Alors là, je vais partager mon écran. J'autorise le partage d'une fenêtre. Voilà, donc là, j'ai partagé une fenêtre avec ChatGPT. Hein. Est-ce que c'est bien visible pour vous? Est-ce que vous arrivez à lire cette fenêtre? Gwendoline, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Ouais, c'est Oui? bon. On voit bien. D'accord, très bien. Alors, écoutez, moi j'aime beaucoup les oiseaux, hein, j'aime beaucoup les oiseaux, et j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un scénario original sur l'histoire d'un oiseau. Et je lui demande simplement, peux-tu me donner des idées? Et il vous propose pas mal de choses, pas mal de choses. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend dans sa mémoire toutes les histoires où il y a des oiseaux et il les combine entre elles. Et il vous produit quelque chose qui ressemble à une sorte de synthèse, à une sorte de remix. Hein. C'est comme si il faut que vous imaginiez une espèce de shaker où ChatGPT mettrait le début d'une histoire, le début d'une autre histoire, la fin d'une troisième histoire qui porte qui a des oiseaux et les combinerait et vous produit un texte. Alors, le texte, vous voyez, toujours, on en pense ce qu'on veut, hein, mais rien ne vous interdit, je vous le disais, de vous positionner en différence par rapport à ce texte. Euh, Par exemple, le texte commence en disant que l'oiseau, il est dans une ville dominée par la technologie et les gratte-ciel, hein, et que c'est miraculeux qu'il y ait encore des oiseaux, mais qu'est-ce qui vous interdit d'inverser les choses et d'imaginer un monde dans lequel ça serait au contraire les oiseaux qui seraient plus présents que les gratte-ciel parce que les gratte-ciel se sont écroulés. Donc, vous voyez, à partir d'un point de départ de ChatGPT, hein, vous pouvez vraiment vous positionner de manière différentielle, inverser, transformer, décaler les propositions que vous font ChatGPT. Il a en fait une capacité à imaginer des intrigues et à les développer sur des schémas assez simples. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des études de lettres. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais souvent on parle de la manière dont en fait on a pu faire des schémas sur les intrigues. On a pu considérer que dans tous les intrigues, il y avait un schéma commun. Et ça, c'est des choses que vous trouvez souvent dans des manuels d'écriture. On vous dit, vous devez commencer par une présentation, ou alors aussi, vous devez commencer par un début in media res, commencer par une grande surprise, et puis ensuite présenter l'intrigue. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de commencer un récit. Puis ensuite, il doit avoir un point culminant, un dénouement, une conclusion. Bon, ça, c'est des schémas typiques hein, des histoires. Eh bien, ChatGPT, en fait, comme il a analysé statistiquement des millions d'histoires, mécaniquement, il va vous reproduire le même schéma dans lequel il y a exposition, intrigue, rencontre, dénouement, etc. Il ne va pas être capable de vous imaginer quelque chose de très très bizarre, genre un début très mystérieux où vous ne comprenez pas forcément la situation, ou un début
in medias res, suivi d'une rupture de ton, d'une rupture de point de vue. Ça, il n'est pas capable d'avoir cette imagination nouvelle. Il connaît que des moyennes, hein, mais dans ces moyennes, la manière dont il mixe les choses lui donne beaucoup d'inventivité et peut vraiment être intéressant. Et il fonctionne bien sur des petits scénarios. Parce que, comme je vous le disais, le problème, c'est que ChatGPT n'est pas capable de développer des histoires longues parce qu'il n'a pas de psychologie réelle, hein, d'un personnage. Il peut connaître que des statistiques et comme il ne sait pas ce que c'est qu'un personnage, il peut juste comprendre un petit ensemble de mots qui entourent un personnage, mais il n'est pas capable de comprendre sur une durée en nombre de pages très long. Mais en revanche, pour vous faire au fond l'esquisse, l'ébauche, le scénario, là, il fonctionne de manière assez conventionnelle, mais assez efficace en mixant, hein, des exemples de texte. Alors, l'avantage très fort de ChatGPT, c'est qu'il peut se corriger lui-même. C'est-à-dire que à partir de l'exemple que je vous ai donné, rien ne vous interdit de lui demander peux-tu introduire une variation, peux-tu par exemple changer de registre. Faisons l'exemple. Je vais lui dire et dans un genre fantastique. Vous voyez, qu'est-ce qu'il repère? Hein, la première phrase, Léo n'est pas un oiseau ordinaire. Hein, parce qu'il a vu que dans beaucoup de récits fantastiques, on disait le personnage n'est pas un personnage ordinaire, le chien n'est pas un chien ordinaire, etc. Donc vous voyez, c'est très typique. Hein, c'est ce qu'on appelle idiomatique, c'est-à-dire que c'est les mots naturels. C'est les mots naturels. La littérature, ce qui est compliqué, c'est qu'elle a besoin à la fois de ce qui est très naturel pour être crédible, et de ce qui est un peu différent. Hein, et c'est pour ça que le travail avec ChatGPT est complexe. Hein. Il vous produit à la fois des outils qui permettent au lecteur d'avoir des points de référence, mais il ne vous fournit pas forcément la touche d'originalité puisqu'il va faire des moyennes statistiques. En tout cas, comme vous voyez, il est capable de changer de registre. Hein, il est capable de changer de registre et ça peut être tout à fait intéressant. Vous pouvez lui demander des éléments qui vont être le registre romantique, lyrique, fantastique, etc. Alors, une autre chose qui est très utile aux écrivains, qui est vraiment très pratique, c'est que ChatGPT connaît énormément de choses, connaît vraiment beaucoup de choses et est capable de les présenter de plein de manières différentes. Donc, en fait, il a beaucoup de données sur le monde et James Gray, qui était dimanche à Bobo, cet écrivain américain de Young Adult, expliquait que notamment le matin même, il s'était servi de ChatGPT pour lui demander une statistique amusante et ironique sur les USA. Hein, et si vous voulez comme ça avoir quelque chose qui est un peu pittoresque ou un savoir un petit peu sur un point un peu précis, etc., ChatGPT va être très bon, hein, pour vous donner, hein, des détails, des petites explications qui vont nourrir votre récit d'informations originales. Alors par exemple, je sais pas, ouais, on va demander à ChatGPT, comme l'a fait James Frey, qui demandait un truc pour montrer que les États-Unis étaient devenus un pays monstrueux. Il demandait des statistiques sur les hamburgers. Moi, je vais lui demander un truc. Moi, je suis plutôt écolo, donc je vais demander à ChatGPT une statistique effrayante sur la pollution des mers. Et ben voilà, il est capable d'aller chercher dans tout ce qu'il a lu des journaux, etc., une statistique sur la pollution des mers effrayante, parce qu'il a sans doute vu que dans les textes sur les microplastiques, il y avait souvent le mot effrayant. Donc, quand on lui demande de combiner le mot effrayant avec statistique, avec pollution des mers, il va vous chercher un texte, il va vous fabriquer un texte qui est sur les microplastiques. Vous voyez comment ça marche? Je crois que c'est vraiment très clair sur cet exemple-là. Donc, ChatGPT combine des savoirs.
Et ça, c'est vraiment important dans un roman. Vous savez que le roman un réaliste, celui qui est né au 19e siècle, il nous donne une impression de réel. Hein, c'est quelque chose que un critique qui s'appelle Roland Barthes avait appelé l'effet de réel. Hein, quand vous lisez un texte, vous avez des choses très réalistes qui vous donnent l'impression que ce que vous lisez c'est vraiment passé ou pourrait vraiment se passer. ChatGPT est très utile pour ça, hein, et beaucoup d'écrivains ont une veine réaliste aujourd'hui, hein, donc pour des textes réalistes, ChatGPT est très très pratique. Michel Houellebecq est connu par exemple pour utiliser beaucoup Wikipédia pour donner des informations réalistes. Eh bien, ChatGPT est encore meilleur que Wikipédia pour donner des informations, je sais pas, sur alors Houellebecq, il adore des religions bizarres, euh, euh, des questions médicales mal connues, etc. Et ChatGPT peut vraiment vous pré-rédiger des choses que vous avez presque qu'à insérer en transformant dans votre récit. Là, j'ai pris un exemple avec un mot là, qui est cette nouvelle religion de la Silicon Valley et d'OpenAI qu'on appelle le long-termisme. Hein, c'est un mot qui est en train de devenir à la mode. C'est une forme de philosophie de science-fiction. Bon, et ben voilà, en 2 lignes, comme ça, vous avez votre texte et si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué le mot priori, il faut lui dire simplement, répète plus, explique plus simplement. Voilà, et ben c'est très simple. Vous pouvez imaginer un personnage comme ça qui est un petit peu luminé et dire votre personnage, Jean-Jacques était sensible à la Silicon Valley, il pensait comme les long-termistes, agir pour le bien du futur, même très éloigné, plutôt que se concentrer uniquement sur le présent. Vous voyez, ça donne un effet de réel, ça permet de poser un personnage, hein, ça permet de le cadrer, ça donne de l'information ça donne du réalisme à votre récit. Et pour un romancier, c'est vraiment très intéressant. Là où toujours ChatGPT est très efficace, c'est pour les dialogues. Je vous ai dit que ChatGPT connaissait le langage moyen, la manière dont les gens parlaient, puisque il a fait ses statistiques sur des milliards et des milliards de dialogues. Eh bien, si vous voulez avoir un dialogue très très naturel, hein, plutôt que aller imaginer les mots que tel ou tel personnage va porter, eh bien, ChatGPT, il est très très bien pour ça. Alors, je sais pas, voilà, on va imaginer ça. Imaginer le dialogue entre le maître et un élève au sujet d'une copie que l'élève a perdue. Et ben voilà, il fait le dialogue tout simple et il fait un dialogue tout à fait typique, vraiment très 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 simple à utiliser. Alors je peux trouver ce dialogue un petit peu policé, un petit peu propre. Donc je peux essayer de demander à ChatGPT de faire un petit effort et de faire ça dans une version, je sais pas, plus argotique. Et là, il va essayer de m'introduire quelques mots d'argot plus ou moins réussis. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et en fait, à partir de quelque chose, vous pouvez tenter toutes les variations d'expression, de changement de registre, de point de vue. Vous pouvez résumer, développer le dialogue, l'analyse, la description. Et ce qui est très très utile aussi, c'est que donc, vous pouvez lui demander de faire ça sur le registre humoristique, pathétique, donc grave, ou au contraire pas du tout sérieux. Et vous pouvez même lui demander d'imiter le style de quelqu'un que vous appréciez. Hein, parce que ChatGPT est capable de faire ce qu'on appelle du transfert de style, c'est-à-dire d'écrire à la manière d'eux. Ça, c'est tout à fait facile pour une intelligence artificielle, puisqu'elle a appris les statistiques de la manière dont les mots se combinaient chez Balzac, chez Sartre, chez Houellebecq, eh ben, elle peut les imiter dans une certaine mesure. Donc, vous voyez, l'expérience est très simple. Par exemple, je lui ai demandé de me faire ce texte-là à la manière de Camus. Hop, eh ben, il essaie de combiner les mots de mon idée avec le vocabulaire de Camus, le vocabulaire de l'absurdité, de l'inquiétude, du néant,
de l'existentialisme et il le fait de manière plausible. Alors, comme toujours avec ChatGPT, c'est très standard, mais c'est très utile. Mais c'est très utile, ça donne des idées, ça donne des pistes. Le danger, c'est que ça soit trop standard. C'est-à-dire que, au fond, est-ce que vous avez envie toujours de faire parler vos personnages comme tout le monde? Est-ce que vous avez envie que votre description d'église, elle soit celle d'une église typique? C'est pas évident et souvent on peut utiliser ChatGPT pour essayer d'instiller notre propre touche d'originalité. D'où le fait qu'on passe maintenant à ce que ChatGPT ne sait pas faire, hein. On va terminer, hein, je crois qu'on approche de 7 heures, et puis ça serait bien d'avoir un petit moment de questions. Ce que ChatGPT ne sait pas très bien faire, bah, typiquement, c'est faire une écriture qui soit personnelle, affective, et dont les sentiments ne soient pas simplement les sentiments ordinaires des gens. Hein, si vous demandez à ChatGPT, alors on va peut-être pas donner d'exemple pour pas prolonger trop, et si vous demandez à ChatGPT de raconter les sentiments d'un personnage, je sais pas, découvrant une maladie ou tombant amoureux ou choses comme ça, eh ben vous allez avoir des choses très très conventionnelles. Donc ça va pas être forcément très intéressant littéralement. La littérature, c'est quand même ce qui est souvent un usage de la parole, une vision du monde originale. Donc de ce point de vue-là, sur les sentiments, les affectivités, la psychologie des personnages, c'est là que chaque GPT est moins bon. Il va être meilleur sur l'information, la description, le savoir, sur sur certains dialogues. Il n'est pas forcément très capable de produire en rupture des choses qui soient vraiment nouvelles, puisqu'il est entraîné sur les textes du passé. Donc il ne peut pas vraiment écrire des romans nouveaux. Ce qu'il peut faire de mieux, au fond, c'est combiner les romans du passé de manière originale. Donc si vous voulez demander une scène très actuelle, bah, il va pas forcément savoir qu'est-ce que c'est que la littérature contemporaine, il va pas forcément savoir comment notre sensibilité d'aujourd'hui va vraiment fonctionner. Parce que là, on rentre dans des questions beaucoup trop complexes pour ChatGPT, et là, il y a vraiment des limites. De même, lui demander d'avoir une vraie langue littéraire, travailler originelle, ce qu'on appelle un style. Vous savez, le style, c'est ce qui différencie un auteur d'un autre. Hein, on dit le style, c'est l'homme, hein, c'est un caractère. Bah, comme ChatGPT, c'est quelque chose qui est moyen, il n'a pas vraiment de style. Alors, bien sûr, parfois, il trouve des trucs un peu originaux grâce au hasard, mais comme c'est pas une personne et qui va changer au bout de quelques lignes, vous n'avez pas de cohérence en fait. C'est très difficile de lui demander une cohérence générale dans le style ou dans le développement d'un personnage parce qu'il n'a pas il a pas de mémoire. Il se souvient, je crois, c'est les 4000 derniers caractères, mais il ne se souvient pas de plus, donc il ne peut pas aller plus loin que ça. Hein. Autre chose que ChatGPT ne sait pas bien faire, en fait, c'est essayer de produire des textes longs. Hein. Je vous le disais, ChatGPT n'est pas capable d'écrire complètement un roman. Et techniquement, on est très loin du moment où on en sera capable. Il faut quelque chose de différent d'un modèle de langage. Hein. Si vous voulez vraiment utiliser le maximum, vous lui demandez d'écrire un petit scénario et ensuite d'amplifier chaque élément. Mais vous allez avoir des problèmes de cohérence. Hein. Même si vous faites ça, lui demandez d'écrire un scénario de 2 pages et ensuite reprendre bloc par bloc en lui demandant de rallonger, de développer tel élément, ben vous allez avoir des problèmes de cohérence qui tiennent au fait qu'il ne pourra jamais comprendre comment Pierre fonctionne. Il pourra juste comprendre les mots qui peuvent aller avec le personnage de Pierre au début d'un texte. Donc il n'y aura pas vraiment de cohérence psychologique, il ne pourra pas voir le développement de quelqu'un durant sa vie, quelqu'un qui va grandir, quelqu'un qui va faire des rencontres. Hein, il n'aura pas cette continuité. Donc, il n'est pas capable de continuité. Je vais terminer par une autre limite qui est quand même assez fondamentale de ChatGPT hein, pour la littérature. Je vous ai dit, c'est une intelligence artificielle qui était alignée. Ça veut dire que vous ne pourrez pas lui faire écrire une scène dans laquelle il y a de la violence. Il va vous dire non, je ne veux pas écrire ça. Vous ne pouvez pas lui faire écrire une scène dans laquelle il y a de l'érotisme. Ça, il va vous dire, je peux pas, c'est pas dans mon vocabulaire, je veux pas écrire ça. Vous pouvez pas lui faire écrire quelque chose dans lequel il y a des mauvais sentiments, il y ait des mauvaises pensées, parce qu'il est aligné pour proposer que des choses très positives.
Or, la littérature, bah, ça parle des mauvais sentiments, des sentiments troublés, ça parle de la violence. Il n'y a pas de littérature sans sexe, ça n'existe pas. Bon, donc ça, c'est vraiment une limite. C'est trop censuré hein, pour vous donner des récits piquants, etc. Donc, comment on fait avec ça? Ben, soit on va chercher des intelligences artificielles un peu moins censurées, GPT d'OpenAI un peu moins censuré, ou vous allez chercher en dehors de ça, du côté d'autres trucs qui, eux, seront capables de vous faire des textes qui sont moins bons, moins bien écrits, mais vous ne pourrez pas utiliser ChatGPT pour ça. Donc, si vous voulez, je sais pas, imaginer un roman, un policier dans lequel il y a un meurtre, ou je sais pas, un attentat, euh, ou simplement une scène d'amour qui soit autre chose que des banalités sur l'amour qu'il a trouvé dans ses livres et qu'il a essayé de bien mettre dans une boîte pour que rien ne fasse peur aux gens, eh ben, vous n'arriverez pas à utiliser ChatGPT. Conclusion, quelques mots. Je voyais, on approche de 19h05. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Donc, on est loin de remplacer un écrivain. Hein, si on tente de remplacer trop l'écrivain, il y a le danger d'avoir une langue trop fade, trop ordinaire. Et je sais pas, j'ai remarqué que ça fait 3 émissions du Masque et la Plume sur France Inter à 20h, où des critiques pour parler d'un livre qu'ils n'aiment pas vous dit c'est écrit avec ChatGPT. Ben, je vais vous dire que quand ils disent c'est écrit avec ChatGPT, c'est pas pour dire du bien d'un livre. Donc, vous voyez, c'est le danger, c'est d'avoir un texte quoi, trop propre, hein, trop lisse, trop ordinaire. Donc, on remplace pas l'écrivain parce que l'écrivain, c'est toujours quelqu'un qui a une parole différente, qui a un style différent, qui a un point de vue sur le monde et qui parle aussi depuis là où il est, hein, depuis son expérience de vie, depuis ce qu'il a déjà ressenti. ChatGPT, il peut faire que la moyenne des sentiments humains. Il peut pas ressentir quelque chose à votre place. En revanche, si il faut pas espérer forcément gagner le prix Goncourt avec ChatGPT, en revanche, c'est une super boîte à outils. Si vous savez vous méfier des stéréotypes qui sait vous donner, si vous savez utiliser le prompt pour lui demander des variations, pour lui demander de raconter, je sais pas, une scène du point de vue d'une personnage âgée, ou lui demander de raconter quelque chose qui soit ironique dans telle ou telle circonstance, il vous fait plein de textes hyper intéressants qui sont d'extraordinaires points de départ. De dialogue, de description, parce qu'il est très très bon en termes d'information. Et de ce point de vue-là, c'est une très bonne boîte à outils pour l'écrivain qui peut faire gagner du temps, à condition que l'écrivain soit tout le temps à continuer à mener son projet personnel, sa parole personnelle, et ne cherche pas à être remplacé par un outil qui ne vous donnera que des textes moyens, que des textes ordinaires, hein, et qui sera de toute façon pas capable de mettre en place hein, cette grande histoire, cette immersion qui est un vrai récit, un vrai texte dans lequel vous plongez pendant longtemps, etc. Un ChatGPT, pour le moment, il en reste au stade de petits scénarios, hein, de petits scénarios, de petites scènes, mais il ne va pas plus loin. Donc voilà un petit peu les possibles et les limites. Ça ne veut pas dire que l'écrivain doit devenir absolument un ingénieur du prompt. Vous pouvez totalement vous passer de ChatGPT, mais je crois qu'il y a des écrivains qui ont commencé à l'utiliser intelligemment sans que ça se voit en gagnant du temps ou en trouvant des angles ou en trouvant des informations. Hein. C'est vraiment une boîte à outils, mais ça ne doit pas entraîner de paresse. Hein, au fond, le danger qu'on a tous avec ChatGPT, c'est à quoi ça sert de traduire en anglais puisque ChatGPT va le faire avec nous. À quoi ça sert de rédiger une dissertation puisque ChatGPT va le faire avec nous. Ben, il faut se méfier. Hein, un écrivain, c'est quand même quelqu'un qui doit essayer d'imaginer un dialogue. Il ne peut pas avoir la paresse mentale de le faire rédiger par ChatGPT parce qu'à la fin, tous les dialogues vont tous ressembler les uns aux autres. Et ça, c'est pas ce que les lecteurs ont envie. Voilà. Maintenant, peut-être l'heure de quelques questions, Gwendoline. Oui, tout à fait. Donc, merci pour votre intervention. Effectivement, si vous voulez poser des questions, bah, n'hésitez pas dans le chat. Et comme Alors, je ne ça, on sais pas va. parce qu'il y en a, je ne sais pas comment je les prends. Est-ce que peut-être vous me les Alors, transmettez ouais, je sais. ouais, bien Ouais. sûr. Alors, il y a une question, c'est bonsoir, quels sont les enjeux en matière de propriété intellectuelle? Ah, super intéressant. Question très, très intéressante. Euh, Vous ne pouvez pas faire la différence entre un texte produit par ChatGPT et un texte humain.
les outils qu'ils font ne sont pas capables de marcher vraiment, et même OpenAI qui avait lancé un détecteur de ChatGPT a renoncé. Ça veut dire que si vous mettez des morceaux de ChatGPT dans un livre, votre livre peut tout à fait être protégé par le droit d'auteur comme un autre. Si c'est un texte purement produit par ChatGPT que vous déclarez comme produit par ChatGPT, vous ne pouvez pas avoir de copyright, de droit d'auteur dessus. Mais si c'est un texte dans lequel vous avez incorporé discrètement des morceaux de ChatGPT, eh ben, il y a pas de problème, on ne pourra pas le détecter, hein, il n'y a pas de fraude. Un écrivain, il a le droit d'utiliser tous les matériaux qu'il veut. Et si vous copiez-collez un autre écrivain, ça s'appelle du plagiat. Et copier-coller des morceaux de ChatGPT, ben, ça s'appelle pas du plagiat, c'est généré à chaque fois au hasard et on ne pourra pas détecter que vous l'utilisez. En revanche, ça pose d'autres problèmes juridiques. D'abord, il y a des écrivains qui n'étaient pas du tout contents quand ils ont découvert que ChatGPT avait utilisé leur livre pour s'entraîner à produire des textes. Alors ça, c'est un vrai problème juridique et on s'est aperçu que la société de ChatGPT avait utilisé des livres qui étaient protégés par le droit d'auteur pour entraîner ChatGPT, ce qui est en fait illégal, s'ils n'auraient pas le droit de faire. Mais ils ont pris tellement de textes, ils ont pris 100 000 milliards de textes, et donc ils n'ont pas pu trier en fait totalement. Et donc il y a des textes de Stephen King qui se sont retrouvés dedans, et Stephen King, bon, il a dit que lui, il s'en fichait un peu, mais d'autres auteurs ont été plus touchés et ont été un petit peu embêtés parce que si vous demandez à ChatGPT d'écrire un livre à la manière de Stephen King, comme il a appris sur les bouquins de ChatGPT, bah, il peut un peu imiter Stephen King, donc c'est un petit peu ennuyant, hein. Donc, clairement, il peut avoir des problèmes de copyright. C'est moins vrai pour les textes français parce qu'il y a moins de livres français et donc vous ne pouvez pas lui demander d'imiter Virginie Despentes parce qu'il ne sait pas exactement comment écrire Virginie Despentes. Mais pour les textes anglo-saxons, ben, il y a des vrais problèmes de droit d'auteur qui se posent. Alors, il y avait d'autres questions, vous pouvez me les retransmettre dans l'ordre parce que j'en ai vu Bien passer. sûr. Avez-vous une stratégie pour commencer à écrire un livre pour obtenir une architecture du récit? Oh là là, ça dépasse vraiment mon intervention. Il y a plein de manuels d'écriture, ça se trouve. Ils sont pas toujours très bons. Moi, je crois que la meilleure manière, c'est faire comme faisaient les grands écrivains, Flaubert et Proust. Vous lisez beaucoup et vous imitez. Vous imitez jusqu'à trouver votre voix personnelle. Vous essayez de réfléchir aux textes les plus importants pour vous. Bah, à partir de ce moment-là, vous essayez de voir comment vous verrez la même question. Hein, quel est le texte qui parle le mieux d'une rupture pour vous? Et ben, quelle différence vous faites par rapport à ça? Et quelles paroles vous avez à construire par rapport à ça? Et là, vous pouvez construire un scénario. Mais vous savez, il y a cette formule très célèbre d'un éditeur à qui on demandait comment on fait un best-seller. Il répondait, ah, il y a 10 recettes pour faire un best-seller, mais j'en connais aucune. Donc, malheureusement, il y a pas de recettes stéréotypées à part imiter des choses qui vous plaisent et vous positionner par rapport à d'autres choses qui vous plaisent un peu moins dans les choses qui vous plaisent. Donc, les manuels d'écriture, parfois, ils sont intéressants, ils permettent de vaincre un peu la page blanche, ils permettent de donner une cohérence à des récits. Parfois, un écrivain, ça peut partir dans tous les sens, donc il vous explique comment on fait des plans, comment on fait un scénario. Le danger, c'est qu'ils peuvent vous conduire à faire un petit peu toujours la même chose, hein, et un texte qui ressemble trop aux autres, bah, il ne va pas être distingué par ses lecteurs. Ok. Je vois des petites questions par rapport au concours et la place de ChatGPT. Je me permets d'y répondre. Alors du coup, nous, on veut vraiment que, bah, comme l'a expliqué monsieur, Alexandre Kevin, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT comme une base pour commencer à écrire bah, votre nouvelle. Donc effectivement, nous, on a sélectionné un thème qui est l'éveil de la culture. Et du coup, on veut vraiment que vous aidiez de l'outil pour commencer à construire
votre scénario, puis que personnellement, avec votre style, vous continuez à le rédiger, tout en, effectivement, si vous avez ce petit syndrome de la page blanche, ou vous ne savez pas quelle direction donner à votre histoire, bah, du coup, vous allez sur ChatGPT et vous lui disiez une petite phrase sur bah, je voudrais que mon personnage, effectivement, il soit dans une forêt, et ben comment puis-je l'introduire dans mon récit? Et ben il va vous aider justement à structurer vos idées. C'est comme ça que nous, en tout cas, on veut que vous utilisiez l'IA pour écrire effectivement la nouvelle du concours. Voilà. Et du coup, s'il y a effectivement d'autres questions, est-ce qu'il y a des livres qui sont écrits en France avec ChatGPT? Il y a des livres qui sont coécrits avec ChatGPT. Il y a notamment un livre d'un historien qui a fait ce qu'on appelle une histoire contrefactuelle, qui a imaginé que Rome avait découvert la technologie et qui avait même été jusqu'à illustrer son récit avec des illustrations générées par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un truc qui marche très très bien parce que ChatGPT, comme il a la vraie histoire et en même temps des éléments qu'on va qu'on va lui introduire pour faire ce qu'on appelle une histoire contrefactuelle, faire des histoires alternatives, transposer ses connaissances dans un autre monde, ça marche très bien. Donc, à ma connaissance, ça c'est un livre qui a vraiment été écrit par ChatGPT, avec des retouches de l'auteur, etc. Mais c'est un livre d'historien. Un roman ou une fiction longue écrite par ChatGPT, il n'y en a pas à ma connaissance. Il y a eu des inventions d'écrivains qui ont essayé de coécrire avec des IA, ça a commencé à apparaître, hein, mais un livre qui soit intégralement écrit avec ChatGPT, non. Et je vous dis, en fait, ça ne peut pas vraiment exister. C'est vraiment pas possible. Il ne peut pas vous produire des textes longs, il ne peut pas vous produire des textes originaux. Il faut le coacher, hein, il faut devenir savoir comment on utilise son prompt et qu'est-ce qu'on fait avec les résultats du prompt. Pas lui demander de faire le travail à votre place. Je ne vois pas d'ailleurs l'intérêt qu'il y aurait de faire votre le travail à votre place, quoi. C'est tout le plaisir de la littérature, c'est la difficulté aussi. Du coup, il y a finalement, que reste-t-il de l'originalité, la singularité et la créativité d'un auteur s'il se nourrit de morceaux de ChatGPT? Ben, vous savez, dans l'histoire de la littérature, on peut imaginer, enfin, il y a eu des tas d'écrivains qui ont fait de la combinaison, hein, qui ont coupé, collé des morceaux, etc. Et au fond, on peut tout à fait dire qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment original, mais que très souvent, la littérature, bah, c'est fait d'assemblage, c'est fait de réécriture, c'est fait de transformation, c'est fait d'influence. Hein, de ce point de vue-là, la littérature, elle est souvent une réécriture. Hein, elle réécrit souvent des choses qui ont été écrites antérieurement. Hein. Et de ce point de vue-là, le travail d'un écrivain, ça peut tout à fait être la combinaison, la réécriture à partir d'éléments existants. Et l'originalité ne viendra pas du fait d'être tout à fait nouveau. Hein. Borges disait qu'il fallait des millénaires pour inventer une idée nouvelle, hein, sur l'amour, inventer quelque chose de nouveau. Bah, c'est pas forcément évident. Vous faites parfois que répéter des vieux schémas. Hein. Il n'en demeure pas moins que la manière dont vous allez combiner les choses, présenter les choses, organiser les choses, choisir les choses parmi ce que vous donne ChatGPT, demander à ChatGPT de vous réécrire de telle ou telle manière, ben, ça peut faire une œuvre originale qui sera faite de la combinaison de ces parties. Ok, merci beaucoup. Et du coup, il y a une dernière question pour du coup le concours de nouvelles. Est-ce que cela veut dire que ChatGPT doit construire la base de notre récit, ne pas être une sorte de personnage? Et évidemment que si, il peut être un personnage, il peut tout à fait être bah, celui qui va être en fait celui qui va éveiller la culture et qui va rendre la culture à l'humanité. Il peut tout à fait jouer ce rôle-là, sans aucun souci. Est-ce que vous souhaitez d'autres questions ou est-ce qu'on arrive à la fin de cette rencontre?
Moi, je pense qu'il n'y a plus de questions. D'accord. Alors non, pour répondre à la question qui vient d'arriver, il ne doit pas forcément être votre personnage principal. Vous pouvez avoir un héros tout à fait humain, mais qui va effectivement peut-être s'aider d'une IA aussi dans l'histoire pour réveiller la culture qui a disparu. En soi, vous êtes assez libre sur le sujet. Vous pouvez inventer tout, on va dire, et n'importe quoi. Tout ce qu'il faut respecter, c'est vraiment cet éveil de la culture, c'est reconstruire la culture de demain. C'est vraiment, on va dire, un monde au final où les livres, par exemple, ont complètement disparu. Et là, vous allez devoir effectivement faire en sorte que votre personnage arrive en fait, à reconstruire tout ça. Donc ChatGPT n'est pas forcément votre personnage principal, il peut l'être, mais vous êtes quand même assez libre. Voilà. Bah, si vous avez d'autres questions, bon, je pense qu'on n'en a plus. D'accord, ben, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter bonsoir et surtout bonne écriture et bonne écriture personnelle et bonne écriture avec ChatGPT aussi. Bah, en tout cas, on tenait aussi à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et de l'avoir orchestré et d'avoir pu, en tout cas, nous aider à vraiment appréhender l'outil et à en comprendre en fait toutes ses faiblesses, ses atouts. Et puis, on espère aussi pour tous les spectateurs que vous allez pouvoir vraiment participer au concours de nouvelles, que du coup, vous allez pouvoir nous construire des textes voilà, toujours plus innovants et originaux en vous aidant de l'outil, mais aussi que l'outil va pouvoir vous aider à construire d'autres choses qui ne sont pas liées au concours. Voilà, on espère recevoir voilà, vos textes. Encore merci en tout cas pour votre participation à tous. Merci, bonsoir, au revoir.